Chapitre numéro 4, cette fois-ci, où on va parler des chaînes de Markov, mais à temps continu. Attention, c'est relativement différent des précédentes, même s'il y a évidemment beaucoup de liens. Alors déjà, la définition. Alors, donc on va considérer un processus stochastique, donc x de t, donc à espace d'état discret. Alors, c'est-à-dire que les valeurs que prend x de t vont être des discrets, donc au maximum, enfin, ça peut être n, l'ensemble des entiers naturels, ce qui dans le cas de nos files d'attente, ça va être ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir 0, 1, 2, 3, 4, etc. personnes dans la file d'attente. Par contre, le temps va être continu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer d'état maintenant avec un temps continu. Donc c'est très différent. Alors là, dans ce chapitre-ci, on va voir des espaces d'état finis, voilà, une machine qui va être en panne ou en action ou je sais pas trop quoi. Donc un peu différemment, mais par contre, elle va pouvoir changer d'état, donc selon des temps continus, quoi. Alors donc l'ensemble E, c'est l'espace d'état. Nous, on considérera au mieux dénombrable, au plus. Le processus est une chaîne de Markov à temps continu. Si c'est une chaîne de Markov, c'est-à-dire toujours la même chose. La probabilité donc d'être à l'état J à l'instant Tn, sachant que à l'état T, au temps Tn-1, on était à l'état In-1, au temps Tn-2, on était à l'état In-2, etc., etc., jusqu'à à l'instant T0, on était à I0, et ben c'est simplement donc la dernière information connue, c'est-à-dire que on est c'est la probabilité d'être à l'instant T dans l'état J, sachant que, d'accord, et le sachant que, c'est ça qu'on connaît, notre passé, c'est juste le dernier événement, d'accord. Donc c'est-à-dire que à l'instant Tn-1, on était à l'état In-1. Ok, donc c'est-à-dire, alors là, vous voyez les changements d'état. Donc imaginons, il y a une personne dans la file, deux personnes, trois personnes. Alors là, normalement, bon, nous, on verra pas des files où il y a plus d'une arrivée qui peuvent intervenir. Mais là, par exemple, ça serait cinq personnes, etc. Tout ce qui vous intéresse pour calculer la probabilité d'avoir sept personnes, par exemple, c'est ce temps-là, c'est-à-dire depuis combien de temps, enfin, quand est-ce que vous savez que vous avez 5 personnes dans la file? Peu importe quand est-ce que la première personne est arrivée, quand est-ce que la deuxième est arrivée, quand est-ce que la troisième est arrivée. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la probabilité, enfin, quand est-ce que vous avez 5 personnes dans la file pour pouvoir calculer la probabilité d'avoir, par exemple, 7 personnes dans la file, hein, si je reprends un peu les distances ici. Voilà, donc autrement dit, la probabilité du processus donc d'être à l'instant Tn à l'état J ne dépend que de la dernière observation réalisée, donc à l'instant Tn-1 être dans l'état In-1, et donc de l'ensemble de comment on est arrivé à cet état-là, à ce moment-là. D'accord? Donc pas forcément de tout le reste. Bon alors, je vais pas plus discuter que ça, c'est relativement simple à comprendre. Par contre, alors rien qu'avec ça, on peut faire beaucoup de petits trucs, hein. C'est-à-dire, si jamais vous connaissez pas tous les états du style, vous connaissez pas Tn-2, IN-2, mais vous connaissez les autres, est-ce que ça vous permet d'avoir la même chose? Oui, parce que on conditionne avec la formule des probabilités totales, on rajoute celle-là, donc avec fois les probabilités, etc. Et puis on retombe sur ça. Donc voilà, donc on a plein de variantes à ce niveau-là. Alors ensuite, on va toujours considérer des chaînes de Markov dites homogènes, c'est-à-dire donc que de passer de l'état I à l'état J ne va pas dépendre du S ici. Alors je lis tout. On ne considère donc que des chaînes de Markov à temps discret, à temps continu homogène, C. Euh, donc c'est-à-dire que la probabilité donc d'être dans l'état J à l'instant Tn, sachant que à l'état Tn-1, enfin au temps Tn-1, on était à l'état In-1, ça ne dépend pas des temps Tn et Tn-1. Ok? Ce qui va dépendre, ça va être en fait la distance, la différence entre les deux. Ainsi, on peut définir la probabilité donc en T, vous voyez, celle-ci, qui est donc la probabilité de... Alors là, il n'y a pas de symbole comme ça. À un certain moment d'être en I et à T instant plus tard d'être en J, quelle que soit la valeur de ce S-là. D'accord? Donc en fait, ça ne dépend pas du S parce que c'est pour tout S. Vous comprenez? Donc ça ne dépend que du temps, c'est-à-dire vous avez observé à un certain instant, peu importe quand, que vous étiez en l'état I, et donc ce que vous vous demandez, c'est quelle est la probabilité à t instant plus tard de passer en l'état J. Ok? Et donc ça ne dépend pas encore une fois de ce S-là, et c'est ça l'homogénéité. Alors ça nous permet, comme vous voyez, il y a donc un paramètre ici, S, qui saute en mettant
pour tout S. Comme ça, on peut dire, S, on prend 0, et puis voilà. Et donc, ça va nous permettre donc d'avoir un paramètre seulement, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'observation de votre état I et puis lorsque vous voulez savoir si vous êtes passé à l'état J. Alors, justement, ce temps, qu'est-ce que c'est? Donc, dans une chaîne de Markov à temps continu, on va supposer que le temps que l'on passe dans un état suit une distribution exponentielle. Donc, c'est exactement dans nos files d'attente, le temps de service qui va suivre une loi exponentielle. Voilà, je vous rappelle que la loi exponentielle, c'est la seule loi continue qui a la propriété d'être sans mémoire, et donc ça justifie un petit peu le pourquoi on va modéliser pardon, le temps de traitement, le temps de service, etc., par une loi exponentielle. Alors, donc, dans une chaîne de Markov à temps continu, il y a deux étapes. Donc, on est dans un certain état, on va y rester un certain temps, et ça va être fait avec la loi exponentielle. Et puis après, on va changer d'état. Et donc, il y a deux processus si on veut. Déjà, je joue au dé pour savoir combien de temps je reste dans l'état, donc quel est mon temps de service dans l'état I. Puis ensuite, lorsque j'ai terminé ce temps-là, je joue au dé pour savoir dans quel état je me change. Et donc, dans cette partie-là, vous voyez que ce choix ne dépend pas du temps passé dans l'état actuel. Donc, que j'y sois resté 2 heures ou 3 heures, c'est pas grave. Et puis, ça ne dépend de la façon dont on est arrivé dans cette étape, puisque c'est une chaîne de Markov. D'accord? Donc, on a deux processus, en fait, euh, aléatoires, si on veut. Premier, c'est je joue au dé pour savoir le temps que je reste. Et puis après, deuxième, qui est donc exactement celui de la chaîne de Markov classique, temps discret, qui est, je suis dans un état I, je veux passer dans un état J, je fais une probabilité et puis je vois ce que ça me donne. Donc, pour résumer, dans les chaînes de Markov à temps continu, on a une chaîne de Markov classique, les transitions d'un état I vers un état J sont probabilistes, il y a des probabilités fixées, IJ, qui ne dépendent pas du temps, hein, c'est pour ça qu'on avait notre truc là avec pour tout S, ça ne dépend pas du S qui est là, ça dépend juste du I et du IJ, et puis évidemment du T, du temps qui est passé. Hop, où est-ce que j'en étais? J'en étais là, d'accord. Et donc, le temps passé dans un état suit une loi exponentielle, et donc on note mui ce paramètre. Alors, j'avance un petit peu, et puis je vais revenir sur les probabilités, enfin sur les explications, mais voilà comment il faut voir ça. On est dans un état i pendant un temps mu i. Donc on pourrait se dire, c'est une flèche comme ça qui revient, et puis c'est mu i ici, d'accord? Donc ça, c'est mon premier processus stochastique. Et puis le second processus stochastique, c'est une fois que j'ai donc fait mon temps ici, et soit je vais vers j, soit je vais vers k, donc avec la probabilité PIJ ou PIK. D'accord? Donc s'il n'y a que deux possibilités, bien sûr, la somme des deux ici, ça vaut 1. D'accord? Et donc je fais un deuxième processus stochastique pour aller là. Et alors ce que je voudrais, c'est, au lieu d'avoir ce modèle-là avec deux processus stochastiques 1 et 2, je voudrais avoir un processus stochastique ici, directement, pour savoir si je suis en I, comment est-ce que je fais pour aller en J. D'accord? Donc mu I, c'est le paramètre de la loi exponentielle ici du temps de service. PIJ, c'est la probabilité de transférer de I en J, donc les deux procédures statistiques n'ont rien à voir. Et on va définir un mu IJ ici, qui va être en fait bon, ça va être le produit des deux, ça va reprendre donc les deux informations, et ça va être un seul processus stochastique. Mais alors pourquoi, comment? Donc là, les explications sont relativement compliquées, et on y va. Alors, déjà, on va se placer dans le cas de PII est égal à 0, c'est-à-dire que la chaîne de Markov temps discret ne permet pas de passer de I en I, d'accord, et de refaire un service, d'accord. Une fois que vous êtes servi en I, vous devez aller ailleurs, ok. Alors, ce que vous souhaitez calculer, c'est cette probabilité-là, donc ça ressemble beaucoup à, pouf, ça-ci, d'accord. Sauf que, au lieu d'avoir donc S plus T, alors le S, il sert à rien, hein, on avait dit, donc on a mis 0. Au lieu d'avoir un T, j'ai mis un DT parce que c'est un petit instant de temps. D'accord? Donc voilà. Alors c'est plus S plus T, c'est T plus DT, et puis là c'est T. D'accord? Donc j'ai pas pris S égale à 0, non, j'ai pris T. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment est-ce que cette probabilité-là est réalisée? Eh bien, donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que à l'instant T, pardon, j'étais en I,
et à l'instant t plus dt, je suis en j. C'est-à-dire que mon service là, de l'état i s'arrête entre t et t plus dt, et puis en plus, j'ai fait la transition de i en j, d'accord, dans les deux processus stochastiques. Donc voici, pour passer de cet événement-là à celui-là, donc il faut quitter i entre t et t plus dt. Alors ce qui m'intéresse, ça va être le dt, hein. Et ensuite, choisir ou tirer la probabilité d'aller en j. Alors, comme on l'a dit, je reste en i selon donc, un temps de service, une loi exponentielle de paramètres mui. Et donc voilà ce que ça me donne. Le temps passé en état i sur une loi exponentielle de paramètres mui. Donc la probabilité, euh, alors, que ti soit, le temps que je passe en i, soit plus grand que t et plus petit que t plus dt, puisque j'ai quitté hein, ça. Alors, donc on va trouver que c'est la probabilité que ti soit plus petit que dt. Alors pourquoi ce truc-là? Donc je vous rappelle, hop, la propriété sans mémoire, t, donc c'est une loi exponentielle de paramètres lambda. La probabilité que t soit inférieur à t plus t0, sachant qu'il est déjà plus grand que t0, c'est la probabilité qu'il soit plus petit que t. D'accord? Donc là, ce qui va jouer le rôle du t0, hein, qui vire, c'est notre t ici. Et donc, ce qui joue le rôle du t ici, hop, eh ben, c'est notre dt ici. D'accord? Donc, c'est exactement les mêmes. Il faudrait que je vous les mette l'un en dessous de l'autre, que vous voyez bien le fait que c'est le même. Hein, d'accord? Ti plus petit que t plus dt, hein, sachant qu'il est plus grand que t0, c'est égal à, et puis donc quand on fait ça, il me reste plus que plus petit que dt. Ok? Voilà, alors après, vous vous rappelez de la loi exponentielle. Donc là, ça c'est la fonction de répartition pardon, de cette loi exponentielle, et donc c'est en 1 moins exponentielle moins, et puis le paramètre, donc c'est mui dt. Enfin le paramètre fois le temps en fait, et le temps ici c'est dt, d'accord? Et puis ça, donc je fais alors euh, donc un développement limité, pardon. Donc dt c'est quelque chose qui est très petit, donc ça valide si on veut le fait de prendre un développement limité puisque je me retrouve au voisinage de 0. Et donc le développement limité d'exponentielle x, quoi, c'est 1 plus x plus x sur 2 factoriel, plus x sur 2 factoriel, enfin bref, j'ai pas besoin de 50 000 trucs, je prends juste les deux premiers termes, donc ça me fait 1 plus le paramètre plus petit o du dt, quoi, du paramètre, ok? Donc petit o de mu dt, c'est petit o de dt, et puis donc le plus x, ça devient, bah, finalement, c'est moins mu dt, d'accord? Et puis quand j'ai ça moins ça, ça me fait mu dt plus o de t. Ok, donc tout ça pour dire, donc ça c'est, j'ai juste fait la première partie le premier processus, si on veut, c'est-à-dire calculer la probabilité sachant qu'à l'instant t, pardon, j'étais en i, quelle est la probabilité qu'à l'instant t plus dt, je sois en j? Donc, première étape, il faut que ben, mon processus s'arrête entre t et t plus dt. Mon processus i, d'accord? Et deuxième étape, ben, il faut que je fasse la transition de i à j, et donc je dois multiplier par ben, pij, d'accord? Donc, ce truc-là, je le multiplie par pij, puisque ensuite, hein, je fais, de manière indépendante, je fais une deuxième euh, expérience aléatoire, si on veut, hein, où je tire une probabilité, et si je fais PIJ, je vais vers J, et si je fais PIK, bah, je vais vers K. D'accord? Et voilà, et donc ça me donne PIJ de dt, hein, c'est celui qu'on cherchait tout à l'heure, c'est donc mu i, le paramètre du temps que je reste en i, fois PIJ, la probabilité de passer de I en J, et puis après, fois donc la longueur, le temps, l'intervalle de temps. Voilà, et puis on va oublier le O de T, et puis c'est bon. Donc ça va être ça va être que notre probabilité de passer de I en J dans un instant dt, ça va être le paramètre de la loi exponentielle fois le paramètre de transition fois le temps dt. Et donc ceci, c'est ce que je vais noter, mu ij. Enfin, c'est pas, il n'y a pas que moi qui note comme ça, mais voilà. Donc mu ij, ça va être donc le produit mu i fois pij. Ok? Bon, eh ben écoutez, pouf, 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 je crois que vous avez compris maintenant. C'est-à-dire donc, au lieu d'avoir ces deux processus aléatoires-là séparés, je fais le premier puis je fais le deuxième de manière indépendante,
eh bien je n'ai plus qu'un seul processus à faire, c'est-à-dire celui-ci. Alors dans les faits, comment je fais? C'est-à-dire pour simuler vraiment le truc. Donc ici, c'était assez simple, hein. Je prenais mon paramètre MUI et puis je tirais donc euh, la variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de ce paramètre-là. Ça me donnait un premier nombre qui était donc le temps que je restais dans cet état i. Puis après, je tirais donc entre 0 et un truc. Et puis bah, soit c'était d'un côté, soit c'était de l'autre. D'accord? Donc je disais entre 0 et PIJ, bah, je vais vers J. Et puis au-dessus de cette borne-là, je vais vers K par exemple. Ok. Alors maintenant, comment je fais pour simuler ce truc-là? Alors, ben, en fait, on va faire différemment. On va donc prendre, donc on a deux variables aléatoires ici et ici. On va simuler, donc on va tirer, si vous voulez, les probabilités, loi exponentielle ici et ici. Et puis la plus petite des deux réalisations, on va dire, ben, en fait, on va dire ça c'est le temps que, si jamais j'arrive à ce temps-là, je passe en i, je passe en j, pardon. Et si j'arrive à ce temps-là, je passe en k. Donc, voilà, c'est tout. La plus petite des deux réalisations va être celle qui va être effective, puisque c'est celle qui se réalise au premier moment venu, quoi, le plus tôt. Et voilà. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'on modélise. On passe de cette double expérience-là à celle-là. On tire quand même de proba, mais c'est pas du tout la même signification que là. C'est pas déjà un puis l'autre. Là, c'est le temps que vous passiez d'ici à ici, et là, c'est de ce côté-là. Donc à chaque fois avec des lois exponentielles. Hop, c'est ce que je vous ai passé ici. Le temps passé en i est exponentiel ici, hop, deux paramètres MUI, et puis après on a donc deux transitions. Et là, non, c'est pas ça. Je dis que la transition de l'état i vers l'état j suit une loi exponentielle, deux paramètres, donc notre fameux mu ij ou mu ik. Donc on tire deux lois exponentielles avec ces paramètres-là. Et donc encore une fois, la plus petite des deux issues, des deux réalisations, est celle qui va être effective, puisque c'est celle qui va se passer au premier moment, quoi. Alors, je vais donc vous suivre dans le bouquin. Ils ont proposé une gros modèle de chaîne de Markov à temps continu, donc une grosse modélisation. Je vais vous laisser regarder le sujet. Bon, je vais vous lire avec vous les conditions là, et puis après on va voir ce truc-là. Donc, on va modéliser tout ça ensemble, d'accord? Donc, allons-y. Donc, c'est un étudiant qui est en période de révision. Il doit essayer d'aller en bibliothèque. Après avoir passé un certain temps chez lui, pardon, il décide d'aller en bibliothèque. Donc, soit il y va en bus, et il peut prendre le bus 63 ou 24. Le premier passe moins souvent, passe moins souvent, mais prend moins de temps aussi pour aller à la bibliothèque que le second. L'étudiant prend le premier bus qui passe à son arrêt, sauf s'il attend trop longtemps, auquel cas il préfère rentrer chez lui finalement et il révisera chez lui. Si jamais il arrive à la bibliothèque, donc il reste un certain temps à la bibliothèque, puis il doit rentrer chez lui. Donc parfois il y a un ami qui veut bien le ramener, sinon il va à l'arrêt de bus et prend le seul bus qui passe dans ce sens-là pour amener chez lui. D'accord? Donc on vous donne tous les différents paramètres. Le temps qu'il passe chez lui, donc de moyenne 1 sur mu-m. Alors pourquoi? Parce que comme ça va nous donner une loi exponentielle de paramètres mu-m, bien sûr. D'accord? Puisque rappelez-vous que l'espérance de la variable aléatoire exponentielle, alors c'était dans mon truc ici, l'espérance, pouf, 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 elle est là, c'est l'inverse du paramètre. D'accord? Voilà, donc le temps d'attente entre deux bus consécutifs de même numéro, c'est 1 sur mu-a. Là où, quand il attend, il en a marre et il rentre chez lui, s'il attend l'arrêt de bus, le temps, ça va être 1 sur mu ras-le-bol. Le temps de trajet moyen, c'est U temps de trajet. Temps de travail moyen U sur J le job. Et la probabilité de retour que d'un de ses copains prend la voiture, c'est donc V, et celle du bus, c'est 1 moins V. Alors notez bien hein, que quand je dis le temps entre deux bus consécutifs du même numéro, il y a deux bus, c'est-à-dire il y a le 63 et le 24, hein, et ça nous donne donc deux mu 63 et mu 24. Hein, ils ne passent pas dans le même temps. Et pareil pour le temps de trajet. Oui, c'est ça. Le temps de trajet, donc il y a mu 63 et mu 24, qui sont deux paramètres différents ici. Donc là, l'idée de cette modélisation, c'est quand même de voir qu'on peut être très très proche de la réalité. Je vous ai donné les différents états, comme ça vous allez pouvoir essayer de faire sur une feuille de papier
la modélisation, et puis on se verra dans l'autre vidéo pour le faire. Donc M, c'est maison. AA, c'est l'étudiant attend à l'arrêt de bus à l'aller. 24A, c'est il prend, donc le premier bus qui passe, c'est un 24, donc pour aller. Ou le 63A, bah, c'est la même chose, sauf que c'est par le 63. Une fois qu'il arrive, donc il va travailler à la bibliothèque, c'est J pour job. Et puis après, quand il rentre, donc AR, c'est il est en attente du bus pour rentrer. V, c'est il rentre en voiture. Et 63R, puisqu'il n'y a que le 63 qui passe de ce côté-là hein, pour rentrer chez lui, il n'y a pas le 24. Ça va, il y a un peu trop de paramètres déjà. 63R, donc c'est 63 retour hein, pour rentrer chez lui. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse avec toutes ces informations-là. Essayez de faire un graphe, vous avez vu un petit peu à quoi ça allait ressembler. Et puis moi, je vous retrouve dans l'autre vidéo pour faire un énorme graphe là-dessus. Voilà.